As-tu déjà remarqué, dans un aéroport, que certains avions ont leur moteur suspendu sous les ailes, tandis que d'autres les portent à l'arrière, près de la queue? Et surtout, pourquoi cette différence? Est-ce un simple hasard ou le résultat d'une logique d'ingénierie très stricte? Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi les moteurs sont placés précisément à ces endroits et en quoi le comportement d'un avion diffère selon qu'il soit sous les ailes ou monté à l'arrière. Il sera question de détails vraiment fascinants, jusqu'à l'influence de cette disposition sur le comportement de l'appareil lors d'un décrochage. Installe-toi confortablement, on commence. Pourquoi presque tous les avions de ligne modernes portent-ils leur moteur sous les ailes? Cette configuration n'est pas seulement devenue classique par tradition, elle offre plusieurs avantages majeurs. Le premier est la facilité de maintenance. Lorsqu'un moteur est installé bas, les techniciens n'ont pas besoin d'échafaudage, d'échelles complexes ou de plateformes spéciales. Il suffit d'approcher un chariot pour effectuer une vidange, un contrôle ou une intervention technique. Résultat, une maintenance plus simple, moins de temps passé au sol et des coûts réduits pour la compagnie aérienne. Le deuxième avantage est décisif. Sous l'aile, on peut installer des moteurs gigantesques. C'est l'argument clé. Les moteurs à réaction modernes deviennent de plus en plus volumineux à chaque génération. Ils nécessitent d'énormes soufflantes afin d'atteindre un fort taux de dilution, ce qui permet de produire plus de poussée tout en consommant moins de carburant. Si l'on tentait de placer de tels moteurs sur la partie arrière du fuselage, la structure ne le supporterait tout simplement pas. La section arrière n'est pas conçue pour encaisser des masses et des contraintes aussi importantes. Un moteur aussi lourd déplacerait le centre de gravité vers l'arrière, rendant l'avion instable. De plus, la queue du fuselage est plus flexible. Les vibrations et oscillations générées par le moteur y deviendraient bien plus dangereuses. A l'inverse, sous l'aile se trouve l'une des zones les plus robustes de l'appareil, le caisson central de l'aile. Cette structure est calculée pour supporter des charges colossales et peut accueillir sans difficulté un moteur très lourd. La seule véritable limite à la taille du moteur dans cette configuration reste la hauteur du train d'atterrissage, qui détermine l'espace disponible entre le moteur et le sol. C'est précisément pour cette raison que le Boeing 737 a dû, pendant des décennies, composer avec des moteurs au carter aplati. Son train d'atterrissage est bas, ce qui limite l'espace disponible sous l'aile. Voyons maintenant pourquoi les avions équipés de moteurs sous les ailes se comportent différemment en vol et quels avantages supplémentaires offre cette configuration au-delà de la maintenance et de la taille des moteurs. La structure de l'aile est conçue dès l'origine pour supporter des charges énormes. Une aile n'est pas une simple surface portante, c'est la partie structurelle la plus résistante de l'avion. À l'intérieur se trouve ce que l'on appelle le caisson central de l'aile, composé de longerons massifs et de nervures. Cet ensemble supporte simultanément le poids du carburant, la portance, les moments de flexion, les vibrations et bien sûr la masse des moteurs. Pour installer un moteur équivalent à l'arrière, les ingénieurs devraient renforcer radicalement toute la section de queue du fuselage. Cela augmenterait le poids total, dégraderait le centrage, compliquerait la maintenance et rendrait le projet économiquement peu viable. Sous l'aile, il est également possible d'installer davantage de moteurs. Si un constructeur souhaite concevoir un avion quadri-réacteur, comme l'Airbus A340 ou le Boeing 747, placer 4 moteurs sous les ailes est de loin la solution la plus simple, la plus logique et la moins coûteuse. En théorie, on pourrait fixer 4 moteurs à l'arrière, comme cela avait été fait sur certains avions anciens. Mais cette approche est plus complexe, plus lourde et n'apporte aucun avantage réel. C'est pourquoi les avions à moteur de queue restent l'exception et non la règle. Un autre point fondamental concerne la flexion des ailes. En vol, les ailes ont naturellement tendance à se courber vers le haut sous l'effet de la portance. Cette force est immense. Le fait de suspendre un moteur lourd sous l'aile agit comme un contrepoids. Le poids du moteur tire l'aile vers le bas, réduit le moment de flexion, diminue les contraintes de fatigue et prolonge la durée de vie de la structure. Autrement dit, le moteur ne se contente pas d'être accroché, il contribue activement à la longévité de l'aile. Cela joue aussi un rôle important face à un phénomène redouté en aéronautique, le flutter. Il s'agit d'une vibration aérodynamique dangereuse, capable de détruire une structure en très peu de temps. C'est le même type de résonance qui a, par le passé, provoqué l'effondrement de certains ponts célèbres. Une aile est une structure flexible,
et dans certaines conditions de vitesse et de charge, elle peut entrer en résonance. La masse des moteurs placés sous l'aile modifie ses fréquences naturelles, ce qui contribue à atténuer le risque de vibrations incontrôlées et à améliorer la stabilité globale de l'avion. Le fait de suspendre un moteur lourd sous l'aile déplace le centre de masse de celle-ci, modifie ses fréquences propres de vibration et rend l'ensemble plus résistant aux flûteurs. Un autre avantage majeur concerne la sécurité. En cas d'incendie ou de rupture d'un moteur, sa position sous l'aile l'éloigne physiquement de la cabine passager. Les flammes, les débris et la chaleur affectent moins directement le fuselage, ce qui réduit le risque de propagation vers l'intérieur. Avec une configuration à moteur arrière, le groupe propulseur est situé beaucoup plus près de la cabine pressurisée, ce qui augmente potentiellement les dangers. Il y a aussi la question du bruit. La partie la plus bruyante d'un moteur n'est pas le ventilateur à l'avant, mais le jet de gaz à l'arrière. Lorsque le moteur est placé sous l'aile, celle-ci agit comme un écran partiel. Elle masque une partie du bruit et l'éloigne du fuselage. La configuration sous voilure fonctionne ainsi comme une barrière acoustique naturelle. Résultat, moins de nuisances sonores pour les passagers à bord, mais aussi pour les personnes au sol. Cependant, cette disposition présente également des inconvénients. Un moteur installé sous l'aile se trouve plus éloigné de l'axe longitudinal et du centre de gravité qu'un moteur monté à l'arrière. En régime normal, cela ne pose pas de problème, mais la situation change radicalement en cas de panne moteur. Si l'un des moteurs cesse soudainement de produire de la poussée, l'autre continue à tirer l'avion d'un seul côté. Comme ce moteur est situé loin de l'axe central, il génère un fort moment de lacet. L'avion a alors tendance à pivoter brutalement vers le côté du moteur défaillant. Plus le moteur est éloigné de l'axe, plus cet effet est marqué. Pour contrer ce phénomène, il faut un gouvernail de direction puissant et un empennage vertical efficace. C'est la raison pour laquelle sur les avions à moteur sous les ailes, comme le Boeing 737 ou l'Airbus A320, la dérive et le gouvernail de direction sont relativement imposants. Sur les avions à moteur arrière, où les propulseurs sont plus proches de l'axe central, le moment créé lors d'une panne est moindre et les surfaces verticales peuvent être plus modestes. La poussée influence également le tangage de l'avion. Comme les moteurs sous voilure sont suspendus en dessous du centre de gravité, toute variation de puissance génère un couple autour de celui-ci. Une augmentation de poussée tend à faire piquer ou cabrer l'appareil selon la géométrie, tandis qu'une réduction produit l'effet inverse. Ce comportement doit être soigneusement pris en compte par les ingénieurs et par les systèmes de pilotage afin de garantir une stabilité et une maniabilité constantes dans toutes les phases de vol. Lorsque l'on augmente la poussée, le nez a tendance à se lever. Lorsqu'on la réduit, le nez s'abaisse légèrement. Ce phénomène s'appelle le thrust couple, c'est-à-dire le lien direct entre la poussée et le tangage. C'est pour cette raison que le pilote doit travailler de manière coordonnée avec les gaz et le manche, en particulier lors de l'atterrissage. On ajoute de la puissance, on pousse légèrement le manche vers l'avant. On réduit la puissance, on le tire un peu vers soi. Sur les avions équipés de moteurs de grande taille, comme le Boeing 737 MAX ou l'Airbus A320 Neo, cet effet est encore plus marqué, simplement parce que les moteurs sont plus volumineux et génèrent un couple plus important. Alors pourquoi continuer à placer des moteurs à l'arrière du fuselage ? Car cette configuration possède elle aussi des avantages bien réels. Le premier est le confort acoustique. Comme nous l'avons vu, la partie la plus bruyante d'un turboréacteur est la tuyère et le jet de gaz à l'arrière. Lorsque les moteurs sont installés en queue, ce bruit se situe derrière la cabine passager, surtout si l'on est assis à l'avant ou au centre de l'appareil. Le niveau sonore perçu à bord est donc plus faible, ce qui améliore nettement le confort sur les vols courts et moyens. Un autre avantage important concerne la sécurité au sol. Les moteurs montés à l'arrière sont généralement placés beaucoup plus haut par rapport à la piste. Cela réduit considérablement le risque d'aspirer des corps étrangers, cailloux, glace, gravier ou débris présents sur la piste. Cet aspect est crucial pour les avions d'affaires et les avions régionaux, qui opèrent souvent depuis de petits aéroports, parfois dotés de revêtements imparfaits. Un moteur haut perché a bien moins de chances d'avaler des débris qu'un moteur suspendu très bas, comme sur un 737. Les avions à moteur arrière disposent également d'une particularité assez spectaculaire. Dans certaines conditions, ils peuvent reculer par leurs propres moyens en utilisant l'inversion de poussée. Sur des appareils comme le McDonnell Douglas MD-80 ou le Boeing 717,
le pilote peut obtenir l'autorisation du contrôle aérien, activer le reverseur, appliquer de la puissance, et l'avion recule doucement hors de la porte d'embarquement sans avoir besoin d'un tracteur. Pourquoi cela fonctionne-t-il avec les moteurs arrière? Parce qu'ils sont situés en hauteur et que le flux inversé est dirigé vers l'arrière et vers le bas. Le risque d'aspirer des débris depuis le sol est alors très faible. En théorie, une manœuvre similaire pourrait être tentée avec un avion comme le Boeing 737, mais dans ce cas, les moteurs sont placés très près du sol. Le danger d'ingestion de corps étrangers serait bien trop élevé, ce qui rend cette pratique inacceptable en exploitation normale. L'inversion de poussée soulève des débris depuis la piste, et une partie de ces particules peut être aspirée directement dans le moteur. Cela représente un risque réel d'endommagement du compresseur et des aubes. C'est pourquoi, sur les avions à moteur sous les ailes, le reverseur est utilisé principalement pour le freinage après l'atterrissage, ce qui est une procédure normale et parfaitement maîtrisée. Voyons maintenant quelles particularités apparaissent lorsque les moteurs ne sont pas installés sous les ailes, mais à l'arrière, sur le fuselage. Tout d'abord, une configuration à moteurs arrière modifie profondément l'équilibrage de l'avion. Les moteurs se retrouvent loin du centre de gravité, ce qui oblige les ingénieurs à allonger la partie avant du fuselage afin que le centre de masse reste approximativement au niveau des ailes. C'est pour cette raison que des avions comme le McDonnell Douglas MD-80 ou le Boeing 717 présentent un nez relativement long et une section arrière plus courte. Cette géométrie n'est pas esthétique, elle est dictée par des impératifs de stabilité. Deuxièmement, quel que soit l'emplacement des moteurs, le carburant est stocké principalement dans les ailes. Cela signifie que, pour alimenter des moteurs montés en queue, il faut acheminer le carburant par de longues canalisations. En cas de défaillance d'une pompe, l'écoulement par gravité devient moins efficace, car le carburant doit remonter vers les moteurs. La conception du système carburant s'en trouve donc plus complexe. Le comportement en vol change lui aussi. Lorsque les moteurs sont placés au-dessus du centre de gravité, comme sur le MD-80, le Bombardier CRJ, le Boeing 717 ou l'Embraer 145, la réaction de l'avion aux variations de poussée est différente de celle d'un appareil à moteur sous voilure. La raison est simple. La ligne de poussée se situe au-dessus du centre de gravité. Quand la puissance augmente, un moment de rotation apparaît et tend à faire piquer l'avion. A l'inverse, lorsque la poussée diminue, le nez a tendance à se relever. Autrement dit, on ajoute de la puissance, l'avion s'incline vers le bas. On réduit la puissance, il cabre. C'est une caractéristique aérodynamique normale de cette configuration que les pilotes prennent systématiquement en compte, notamment lors du décollage et de l'atterrissage. Mais il existe un aspect bien plus critique. Le véritable danger potentiel réside dans le décrochage profond, appelé deep stall. Sur les avions à moteurs arrière, l'empennage horizontal doit être placé très haut, formant une queue en T, faute d'espace à l'arrière du fuselage. Cette architecture possède une particularité importante, généralement inconnue des passagers. Dans certaines conditions extrêmes de décrochage, le flux d'air perturbé par les ailes peut masquer complètement l'empennage horizontal, le rendant inefficace. Lorsque cela se produit, les commandes de tangage deviennent presque inopérantes et la récupération peut s'avérer extrêmement difficile. C'est cette caractéristique, propre aux avions à moteurs arrière et à empennage en T, qui a longtemps suscité une attention particulière chez les ingénieurs et les autorités de certification. Lorsqu'un avion entre en décrochage à un angle d'attaque trop élevé, l'écoulement de l'air au-dessus de l'aile se rompt. L'air cesse de s'écouler de manière régulière et se transforme en une zone turbulente, chaotique et tourbillonnante. Et c'est là que le problème apparaît. Cette zone de décrochage se propage vers l'arrière et vers le haut, exactement à l'endroit où se situe l'empennage. Le stabilisateur horizontal se retrouve plongé dans un flux d'air totalement perturbé, sans circulation propre. Quelles en sont les conséquences pour le pilotage? Le gouvernail de profondeur perd presque toute son efficacité. Le pilote tire ou pousse le manche, mais l'avion réagit à peine. Et au moment critique où il faudrait abaisser le nez pour sortir du décrochage, cela peut devenir pratiquement impossible. L'appareil reste alors cabré, perd de la vitesse et commence à s'enfoncer, tout en conservant un angle d'attaque élevé. C'est ce que l'on appelle un décrochage profond, une situation particulièrement dangereuse. Comment les ingénieurs ont-ils résolu ce problème? Pour éviter qu'un avion n'entre jamais dans un décrochage profond,
Les appareils à moteur arrière sont équipés d'un système appelé stick pusher. Ce dispositif détecte automatiquement un angle d'attaque critique et pousse physiquement le manche vers l'avant, même si le pilote continue de tirer dessus. Le système force ainsi la baisse du nez et empêche l'entrée dans une zone irréversible. On retrouve le stick pusher notamment sur les bombardiers CRJ, le Boeing 717, l'Embraer 145 et d'autres avions à empennage en T. Il ne s'agit pas d'une aide optionnelle, mais d'une protection obligatoire contre le deep stall, un système qui a déjà sauvé de nombreuses vies. Voilà donc ce qui se cache derrière la raison pour laquelle les moteurs sont placés différemment selon les avions. Il n'existe pas de configuration parfaite et universelle. Chaque solution possède ses avantages, ses inconvénients et une logique d'ingénierie propre, parfaitement cohérente. Et honnêtement, plus on s'y plonge, plus on réalise à quel point l'aviation moderne est conçue avec intelligence et subtilité. Je suis certain que parmi vous, certains en savent encore davantage. Si vous le souhaitez, complétez, corrigez, partagez des exemples concrets dans les commentaires. Je ne suis ni ingénieur, ni pilote d'essai. Je suis simplement un créateur de contenu passionné par le fonctionnement des avions et par l'idée de rendre ces sujets complexes compréhensibles. Chaque précision et chaque retour permettent de rendre les prochaines vidéos encore plus justes. Et pour terminer, j'aimerais vous poser une question personnelle. Quelle configuration vous paraît la plus logique? Les moteurs sous les ailes ou les moteurs montés à l'arrière? Et pour quelles raisons?